Bah écoutez, je suis Pierre Le Gallic. Ma femme et moi habitions Paris dans le 20e et on a travaillé 40 ans à Pantin. On a cherché, ma volonté était de trouver un terrain. Enfin bon, au bout de 2 ans, on a fini par trouver une annonce. Et quand on est arrivé ici, il faisait chaud. Il y avait un grand tuyau là, avec ça sentait bon comme tout. Et les oiseaux chantaient. C'était magnifique. On est arrivé à Chanteloup comme ça, et c'était en 61. Le premier contact, c'est avec la mairie, naturellement, et la secrétaire, qui s'appelait Madeleine Bernier. Les jours passant, les mois, elle me dit, on a en mairie, on a le plus vieux livre de Chanteloup. Elle me passe ce livre-là. Et c'était l'abbé Lemort, Jean-François Lemort, qui arrive curé en 1783 et qui commence à faire son livre de bord, presque. Hein, c'est le premier, machin. Donc il nous explique que l'église a été agrandie, et il nous présente aussi les responsables de la fabrique de l'église. La fabrique, c'était 3 ou 4 personnes qui s'occupaient de l'église et de la comptabilité de l'église. Bon, on arrive à 88. 88, là, les premières lois, les premiers avis de la Révolution se présentent, et les premières lois arrivent. Il est copié sur son livret, là, sur ce bouquin-là. Il faut nommer un responsable de la commune. Et alors, les gens, il y avait 14 feux à Chanteloup, je crois, à l'époque. Le feu, c'était des familles, c'était des 14 feux. Donc, et ces feux-là ont été rassemblés au son de la cloche, de l'église. Cloche qui apparaît déjà dans le premier nouveau Cantus du Puy. Bon. On revient à l'abbé Lemort, qui, lui, va être élu par M. Touffu, et le premier maire de Chanteloup, le premier curé qui a prêté serment à la Constitution, et qui était très très près des habitants par rapport à ce qu'on sait. Aujourd'hui, il y a une rue. La rue a été nommée, mais à l'époque, la municipalité n'était pas tout à fait pour le mot curé. Alors on a supprimé le mot curé, c'est le premier maire. L'abbé Lemort, c'est le curé de Chanteloup, qui mérite bien ça. Et on m'avait parlé de la cloche, je suis monté dans le clocher et j'ai sorti le nom autour, c'est gravé sur la cloche, hein, et et Cantus du Puy, oui, c'était Chanteloup. Chanteloup, alors, il y a 2 possibilités de ce mot Chanteloup. Il y a naturellement le loup. Alors, aujourd'hui, tout le monde rêve de loup, alors c'est pas le problème, mais à l'époque, c'était le chant de l'Alouette, L-O-U-E, tréma, Chanteloué, là-bas. Et je suis assez partisan de ça, mais enfin bon. Madame Marguerite Couturier, bon, on pouvait parler comme des voisins, me dit, écoutez, vous savez que là, au Louvard, il y a un peintre qui a vécu. De là, elle me prête un gros bouquin qui était paru, là, écrit par un ami de Vendonguienne. Et ce bouquin-là, le Chaumeil, c'est celui qui a écrit ce bouquin, c'est le Chaumeil. Ça a été ma première Bible de Vendonguienne. Mon souhait, c'était de faire comme à Auvers-sur-Oise, faire une balade à travers Chanteloup avec établir les œuvres de Vendonguienne. Malheureusement, Vendonguienne n'a pas tellement peint Chanteloup, il a peint à l'intérieur du Louvard, il a peint plusieurs tableaux. Il avait été marié avec une Hollandaise déjà, Vendonguienne avec un nom hollandais, mais il était profondément français. Je peux dire que toute ma vie ici a été de chercher les tableaux que je connaissais en noir et blanc dans le sommeil, trouver les tableaux en couleur. C'est quand même autre chose, les tableaux en couleur. Il avait acheté ce Louvard au nom de Jasmy,
qui était très implantée dans la haute couture. C'était une femme assez fière, on voit ça par les tableaux. Il a peint Jasmy dans les jardins, il a peint Jasmy à l'extérieur de Chanteloup, on ne sait pas trop. Jasmy et Vendonguienne ont fait cette fameuse fête en 21, après la guerre, à la sortie de la guerre en 21, le 14 juillet 21. Alors là, il y a toute une histoire, il y a un beau tableau sorti avec ça, qu'on appelle aujourd'hui le pique-nique du Louvard. Il y avait un gros collectionneur à Paris, le docteur Roudinesco, en mai, quand Vendonguienne est mort, en mai 68, Roudinesco, là, a emmené toute sa collection à New York. La conservatrice, ça, dans un premier temps, j'avais essayé de voler les photos avec mon petit appareil, mais donc là, j'ai pu filmer le catalogue et avoir le pique-nique au Louvard en couleur, qui a été après dans le conte Lupy. Hein, c'était... Un jour, j'ai eu l'adresse de Madame Vendonguienne à Monaco par la maison de vente de tableaux Pétrides à Paris. Leur villa, là-bas, à Monaco, s'appelait Bateau Lavoir. Il avait pris le nom du Bateau Lavoir à Paris, où il avait passé des années, hein, au début de sa carrière, le Bateau Lavoir. Donc, j'avais lu dans le sommeil là, qu'elle était originaire de Bretagne. Alors là, tu n'étais pas tombé dans l'oreille bien sûr, ni dans des yeux aveugles, plutôt. Et en Bretagne, elle m'avait contacté une ou deux fois pour différents trucs. Hein. J'ai une maison en Bretagne, familiale, là, et plusieurs fois, elle me répète ce mot pour me dire « Oh, je lui dis là, c'est qu'elle se promène dans le coin quand même. » Et je prends une photo de ma Vendonguienne et je vais à la pharmacie, parce que je me dis, les pharmaciens, il n'y en a pas 50 là, dans le coin. Et je montre à la pharmacienne, je lui dis, vous connaissez cette dame? Ah, bah, elle me dit, oui, c'est Madame Vendonguienne. Oh, et, ah, bah, elle habite là. Oh. J'ai sauvé pour pire. J'ai laissé une lettre dans sa boîte et là on est rentré en contact. Elle nous a invités à manger au restaurant un jour parce qu'elle nous a parlé naturellement de l'art de Vendonguienne, des difficultés. On a l'impression que c'est des gens qui vivent, enfin, à l'époque, enfin bon, ils ont passé la guerre comme ça, difficilement. Hein. Il est arrivé à Paris, il a vécu, entre autres, au Bateau Lavoir, là-bas, qui était c'était un machin un peu des ateliers de rapins, hein, des débutants, quoi. Picasso était au Bateau Lavoir aussi, là, et avec son modèle et sa maîtresse, Madame Olivier, hein, que Vendonguienne a peint. Et on a des tableaux d'Olivier, les maîtresses de Picasso, avec la fille de Vendonguienne sur les genoux. Enfin bon, il dessinait beaucoup et il a fait ses trousseaux dans les journaux satiriques. Il allait au cirque d'hiver peindre les danseurs, des tableaux, des clowns. Bon, après, quand les peintres prennent une certaine notoriété, bon, et il faut ça, et son passage là, son passage au Louvard, entre autres, avec Jasmy, ça a fait partie de ça. Sa notoriété, Jasmy était tellement connu qu'elle l'a amené et il est rentré dans le monde parisien. Et alors, il a fait des tableaux, et ces tableaux, la fête qu'il a fait là, c'était pour attirer des gens, pour vendre des tableaux. Après, il a fini, et Vendonguienne a fini par ne plus être trop, enfin, apprécier des critiques, parce que Vendonguienne, il a fait des portraits des gens mondains, des femmes mondaines, belles femmes, mais il avait tendance à embellir les bijoux. Ça paye mieux quand même sur un tableau, quoi.
Donc les critiques d'art, oh non, non, il faut qu'ils puissent parler une demi-heure ou une heure sur un tableau qui a demandé un quart d'heure. Enfin bon, là je suis mauvaise langue, hein, mais bon, c'est vrai, l'art, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Il faut que tout le monde gagne sa croûte. Je me suis intéressé aussi à l'origine du Louvard. Madame Marguerite Couturier a toujours dit que le Louvard a été construit en 1799. Donc le Louvard a été construit, ça fait partie des hôtels particuliers qu'on peut voir dans le bois de Chigny, c'est Second Empire, quoi. Second Empire, et on remonte là, en 1861, quand le propriétaire du terrain, le premier propriétaire du terrain a voulu construire, mais le terrain était trop petit, donc on a l'acte de rachat d'une partie du bois pour pouvoir construire. Il y a eu un héritier du château de Fontenelle qui a pas dû pouvoir rester à Fontenelle et qui a été en partie propriétaire du Louvard à un moment. Il y a une veuve avec ses 2 filles, voilà, Madame Cartigny, je crois. Bon, monsieur et Madame Couturier, qui était docteur aussi, ont acheté ça en 1942. Et depuis 1942, ils sont toujours propriétaires. Ah ben, ils cherchaient une maison de campagne sûrement pour pouvoir justement peindre. Je connais le pique-nique et comment dirais-je, et Jasmy dans les jardins. Il y avait un catalogue avec une face qui était très connaissable du jardin de Louvard. Vue extérieure, c'est le peintre, le facteur, pardon. Il y a eu Jasmy dans les jardins, le rosier. Il y a eu un dessin aussi. À l'époque, il y avait un grand tuyat de Chine, un énorme tuyat de Chine là, dans le jardin, qui a pris la foudre 2 fois et puis qui a été anéanti. Il y a Retour à la Terre. Alors là, un tableau Retour à la Terre, c'est un laboureur. Je ne sais pas si c'est à l'extérieur ce serait à l'extérieur de Chanteloup. La fameuse fête de Vendôme là, le 14 juillet 1921, le journal avait été fait par Comédia, un journal qui était à l'époque journalier, hein, un journal. Alors il y avait le journal papier et il y avait un peu comme le Figaro magazine, il y avait un magazine. Le Louvard, j'ai appris que dans la lignée du Louvard, comme dans les autres animaux, il y a des âges. Alors, il y a louveteau pour le Louvard, il y a le loup, et entre-temps, le Louvard, c'est un jeune qui en veut. Tu peux penser, parce que c'était peint sur le mur, vous ne le voyez plus aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps, les gens arrivaient, et pour repérer le Louvard, comme on voit, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc je pense que c'est Vendôme qui a baptisé ça le Louvard. Les mémoires de l'abbé Bresson, curé de machin. Donc par ça, on apprend, et j'apprends, que la famille Bresson était des merciers, des merceries, mais qui étaient sous les portes cochères, quoi. Il faut avoir connu ça. Aujourd'hui, naturellement, c'est inimaginable. Enfin, ça veut dire que c'est des gens qui sont partis de presque rien, les Bresson. Mais enfin, ils ont fini par avoir une petite boutique aux Halles. Et d'un autre côté, il y avait la famille Cartier, qui, eux, étaient des paysans de l'Oise, hein, et qui venaient à Paris vendre de la paille et du foin. Enfin, et ils étaient installés pas très loin de la fontaine des Innocents aux Halles, là. La famille Cartier a fait la connaissance de la famille Bresson, et la famille Bresson avait une fille,
Et les Bressons vont avoir une deuxième fille. Et les Cartier ont un deuxième garçon. Et, voilà, et les années passent comme ça, quoi. Et les Bressons finissent par prendre le fils Cartier en apprentissage, en aide. Et le fils Cartier vieillit, grandit, et puis il en veut. Il en veut, il était très, très, très entreprenant, quoi. Hein. Donc, très entreprenant, et bon, monsieur Bresson finit par vouloir marier sa fille au fils Bresson, au fils Cartier. Bon, il marie l'aîné. Malheureusement, l'aîné décède assez rapidement. Et M. Bresson marie sa deuxième fille à son premier gendre, à son gendre. Là. M. Cartier, là, très entreprenant, construit une usine à Pantin. Cartier, un quartier, le quartier, achète le château de Fontenelle en 1885. Gérard Villon était rentré en contact avec les filles. Il y a des filles Cartier-Bresson. Ils étaient 5 enfants, les enfants là, de ce monsieur Cartier-Bresson, acheteur du château. Et là, eux avaient gardé un gros catalogue de photos, le château avant et le château après, tous les travaux. Oui, on a toutes ces photos là, c'est intéressant, parce qu'on voit l'évolution. Ils n'ont pas touché tellement à l'intérieur, enfin, ils ont élargi pour faire des machins. Sur les cheminées, sur les seuils des cheminées qui sortent, on voit les armes de Cartier, parce qu'à l'époque c'était des quartiers, c'était pas des Bressons. Donc là, la famille est en plein essor, hein. D'où 5 enfants, la belle vie, les machins, enfin belle vie, d'où les fils. En 87, 85, oui, les fils, j'ai pas les dates de naissance des fils de Pierre et de Louis. Je connais bien ceux-là quand même. C'est ceux qui sont morts à la guerre de 14-18. Mais enfin voilà, ils sont sur le monument mort à Chanteloup. Et eux, on les différencie bien par rapport aux frères. Il faut que je vous explique le pourquoi de Cartier-Bresson. Quand M. Cartier, quand il est mort, sa veuve était très, très catholique, très chrétienne, elle a voulu rendre un petit hommage à ça, et il a fallu un édit particulier pour qu'elle puisse rattacher les Bressons au quartier. Et l'édit là est de 1901. Et les descendants de la famille là, s'appellent des Cartier-Bresson. D'où Henri Cartier-Bresson. Et lui était un peu plus difficile à vivre, ce Henri Cartier-Bresson là. Quand Gérard Villon, quand la commune a voulu donner nom au bâtiment de la commune, la salle des fêtes, la couleur, le machin, le truc. Il y a eu la maison Cartier-Bresson et la maison des enfants Jean Moulin. Donc pour Cartier-Bresson, là, Gérard avait invité Cartier-Bresson qui avait bien voulu venir, gentiment, mais il avait dit pas de photos. Pour un photographe, ne pas vouloir qu'on le prenne en photo, je trouve ça un peu fort quand même. C'était anormal qu'on n'ait pas pris des photos de Cartier-Bresson. La journée s'est bien passée. Et j'ai même mangé, Gérard avait préparé l'ancien café, que tout le monde ne connaît plus. Mais enfin, il y avait le restaurant, et on a pu manger au restaurant. C'est lui qui m'a parlé de la séparation des noms, quand même, des Cartier et des Bressons. Et le château, ma foi, le château de Fontenelle. Dans le château de Fontenelle, Mme Cartier-Bresson a fait construire une chapelle. Il y a une belle chapelle dans le château. Quand vous rentrez dans le château, dans l'entrée principale, vous prenez le couloir à gauche et la chapelle est dans le fond. Dans le rez-de-chaussée, dans le couloir de droite, à l'entrée, il y a un grand tableau avec le château ancien, je crois, et les armes des Cartier-Bresson, là. Bon, le château de Fontenelle, j'ai fait l'historique du château de Fontenelle, j'ai eu un certain mal, parce que pour remonter dans les âges là-dedans, il faut des dates.
Comme ça, on a pu remonter jusqu'en 1704, avant la Révolution. On sait avec précision qui a appartenu. Beaucoup de gens, les actes sont remplis de... Beaucoup de gens avaient prêté de l'argent, donc ça se repassait d'un acte à l'autre. Les quartiers-bressons là, avaient soldé tout ce que le château devait antérieurement. Quoi. Bon. Il a fait plusieurs reportages pour Paris Match en Chine, alors que peu de gens y allaient. Hein, il fallait y aller, c'était interdit. Il a fait un grand reportage en URSS. Il a fait un reportage en Inde. Le quatrième, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai récupéré les matchs de ces reportages-là pour avoir les photos, pour avoir une œuvre du gars. Ça représente quand même quelque chose. Comment dire, c'est un monsieur quand même. Oui, c'est toujours sorti d'une grande famille, c'est un monsieur quoi. Bon, Chanteloup a la chance d'être le dernier maillon de la ville nouvelle, qui théoriquement doit se terminer en pavillon, comme il est là. Chanteloup a gardé son bois, on a un bois, c'est bon, c'est incroyable. Quand je suis arrivé là, le bois, j'allais dans le bois le matin, je voyais des petits culs blancs sauter encore. Hein. Oui, des petits lapins. Aujourd'hui, on voit encore des chevrefeuilles. Pas des chevrefeuilles. Des chevreuils. Excusez-moi, c'est l'autre. Non, mais, et là, c'est le bon côté de la vie. On voit encore des champignons. À l'origine, j'ai ramassé beaucoup de cèpes, des machins. Donc, Chanteloup, on peut pas garder les choses comme ça pour soi. Hein. Bon, je suis content que Chanteloup, pavillonnaire. Je trouve que Chanteloup, il y a des avenues un peu trop larges par rapport au machin, quoi. Alors, c'est peut-être pour le futur. Hein. C'est pas, oui. C'est peut-être les avenues de Chanteloup me font penser à la Chine d'il y a 30 ou 40 ans. À l'époque, les Chinois cultivaient les trottoirs pour manger. Ça arrivera peut-être à Chanteloup un jour. On fera peut-être pousser des poireaux dans les trottoirs. L'église, on la connaît bien au mieux, depuis 1783, quand l'abbé Lemort est arrivé là, quoi. Mais l'explique, mais l'église, théoriquement, aurait été bâtie en aide à l'église Saint-Tropez. Il y avait une église Sainte-Trope à Lagny, au bout de l'avenue de Moitchini. La descente qui est dedans, c'est l'avenue des Trépassés. Donc, il a été écrit que les jours quand il y a eu des épidémies, ça libérait l'église Sainte-Trope là et ça venait à Sainte-Trope de Chanteloup. Sainte-Trope était un guérisseur de l'hydrophysie qui soignait les genoux. Et alors, sa fête, théoriquement, ou alors c'est Saint-Sauveur, qui est au mois de mai, le 1er mai. Et le 1er mai, qui correspond à la fête de Chanteloup, était un pardon au saint guérisseur. Un dimanche, pas comme les autres, Madame, la mère de Gérard Guillaume avait créé un petit mouvement d'anciens, de femmes anciennes, et avait été appelée, elle avait appris que Madame Michigan avait décoré une église à Lèche. Guillaume a vu ça et a demandé à Madame Michigan, écoutez, quand vous aurez fini ça, vous ne pourriez pas venir à Chanteloup pour peindre notre chapelle. Madame Michigan, c'est un ange, Madame Michigan. Merci Madame Michigan encore. Donc il y a eu un travail préparatoire à faire. Il a fallu enduire le plafond, enduire le fond, les côtés. Il a fait un travail monstre, le gars. Mais enfin, il y a eu... Alors, Madame Michigan a attaqué le plafond, mais pour peindre le plafond, il lui fallait des modèles. Et les modèles, elle les a pris autour de la commune, du conseil municipal.
chacun a posé pour Madame Michigan. Il y avait des trépieds là-dedans, on a posé, j'ai posé. Je ne sais même plus pour quel seul. Bon, moi, je suis le seul non barbu du truc. Bon, alors Madame Michigan a fait un boulot, elle a travaillé là-dessus. Elle a fait un beau tableau là, de Saint-Sauveur, enfin, Saint-Sauveur, sauver le monde. Hein. Et non, mais il faut que les peintres aient des modèles. Hein. Bon, c'est pas. Vous savez, en général, ils font les modèles. Aujourd'hui, on se bat pour savoir qui a posé pour peindre la Joconde. Hein. Bon, si vous le savez, il faut le dire. Alors, l'église a été. Je trouve qu'elle a été restaurée, c'est bien. C'est bien. Merci Gérard, parce que bon, c'est vrai que l'église dépend de la mairie. Hein. Mais enfin, là, c'est bien. À l'origine, le pavillon, la maison, l'habitation n'était pas comme ça. C'est un truc qui a été construit, ça c'est un pavillon qui a été construit un peu avant la guerre de 14. Donc le pavillon, c'est... Et là, je ne pense pas que c'est lui qui l'a construit, c'est M. Poulain. Poulain qui a été maire de Chanteloup aussi, mais qui a travaillé la ferme, qui a travaillé les terres de ferme. Et il est devenu propriétaire des fermes, de la ferme, par échange de terres, avec un monsieur qui était propriétaire des terres, et Poulain, lui, était propriétaire de carrières de plâtre. Ça, il faudrait, je leur dirais, il était propriétaire de terrain à plâtre. Et Poulain a tenu la ferme longtemps. Et j'ai connu M. Poulain parce qu'en face, sur la place du Monument aux Morts d'aujourd'hui, il y avait un terrain avec des poiriers. Et des poiriers, les pommiers. Et quand je suis arrivé là, quand la maison était construite, j'ai acheté parce qu'il y avait des pommiers sur mon terrain, j'ai acheté un pressoir et on a fait du cidre dans mon sous-sol. Et alors vous avez des photos, là on a des photos de cette ferme avec du matériel ancien, du matériel. Là, ce matin, j'ai déterminé un truc qu'on la voit mal, mais enfin, il y a une batteuse qui entraînait une batteuse, un truc à vapeur. Là, l'ensemble du bois était sur la ferme du pavillon. Elle était derrière la ferme du pavillon. Hein? Et Gérard voulait pas la faire. Donc ils ont cherché des solutions pour la laisser là-bas. Alors Guillaume là a négocié pour les Faban la démonte et la remonte là. Et alors là c'est la halle, ça a été appelé des rencontres, c'est pour que s'il y avait des fêtes, pour que les gens se rencontrent. Donc le repas j'ai jamais participé, mais le repas des voisins s'est fait une ou deux fois sous cette halle-là. Hein? Il y a eu un marché même qui a pendant un moment, qui n'a pas beaucoup marché, mais enfin. Bon, Chanteloup, c'est bien. Là, dans la mesure où on arrive au bout de la ville nouvelle, comme des pavillons, chacun peut vivre sa petite vie là-dedans, sa grande vie même, parce que pavillon, c'est ça. L'homme a besoin d'un peu d'espace, fondamental. Hein, et dans l'espace, de faire quelque chose. Quoi. Bon, chacun fera ce qu'il pourra ou ce qu'il voudra. Mais dans l'espace, je vois ça avec les fils, il faut de l'espace. Un enfant a besoin d'espace. Hein. Si vous tombez sur la porte d'à côté du voisin, donc là, c'est préservé quand même ça. Donc par rapport aux habitations, même chaleureusement couvertes, hein, donc l'ensemble des pavillons, c'est bien, préservez votre truc. Hein. Alors, vous ne serrez pas de trop. Mais alors, habituez-vous aussi à écouter le chant des coqs. Si vous allez loin, habituez-vous au cri. Bon, habituons-nous au bruit, aux grenouilles, au son des cloches. Ça, c'est fondamental, ça vous manquera un jour. Alors, c'est sûr, tout ça fait partie du bruit, hein, du bruit. On a besoin. Le vide, c'est bien, le calme, c'est bien. Moi, en ce moment, je suis souvent dehors, alors j'entends beaucoup les voitures passer, mais quand je suis au calme, je suis content. Mais je me dis, si tu restes là au mois d'août, tu vas mourir. Tu seras trop au calme.
Parce que c'est vrai, il faut un peu de vie. C'est tout ce que je vous souhaite, les enfants. Faites votre vie gentiment. Allez pas, rêvez pas du bout du monde. Vous pouvez être heureux chez vous, tranquille. Et au lieu de faire votre sport en courant sur la route, allez dans le bois de Chigny et protégez-le. Allez, à bientôt les gars.